Nos invités successivement vont dire un petit peu quelle est leur vision des choses et puis vont peut-être vous apporter quelques précisions de nature politique, économique et technique sur la Via Rona, qu'on appelait avant du Léman à la mer, enfin l'itinéraire à vélo le long du Rhône. Alors un itinéraire comme la Via Rona, c'est assez compliqué, on en parlera tout à l'heure en termes de gouvernance, en termes d'animation. Et puis comme souvent, quand on parle de vélo, eh bien il y a des élus, il y a des collectivités, il y a parfois aussi l'État, et puis il y a des associations, et le monde associatif, Henri Dupassieux l'évoquait tout à l'heure, et pour une part assez importante dans la promotion de la pratique du vélo, y compris le vélo itinérant. Donc je voudrais d'abord saluer Albert Cessieux et puis lui demander un petit peu déjà de nous dire deux, trois mots de l'association française des véloroutes et voies vertes qu'on appelle l'AF3V. Et puis également, quel est le rôle de la F3V, puisque finalement c'est pas la F3V qui paye les véloroutes, c'est pas la F3V qui les fait. Alors qu'est-ce que fait la F3V? Quel rôle finalement le monde associatif peut-il avoir dans ce paysage? Albert. Oui, merci de votre accueil. Et Roue Libre est l'association déléguée départementale de la F3V en Savoie. Donc on est dans la même famille. La F3V regroupe depuis son origine l'ensemble des personnes et des associations d'usagers qui agissent pour le développement des véloroutes et voies vertes. Donc nous on n'est que des utilisateurs. Aussi bien sur le plan national, régional. Bon, on a été un peu à l'origine du schéma national des véloroutes et voies vertes, et notre connaissance des différentes pratiques et des attentes des usagers nous rend un peu crédibles sur les propositions qu'on peut faire. Donc voilà. Voilà. Maintenant, moi je pense que c'est intéressant de revoir ces images de la Via Rona que j'ai eu plaisir à revoir. J'ai pratiqué l'itinéraire l'année dernière et c'est très agréable et finalement ces images donnent une bonne idée de l'itinéraire et de sa qualité. Voilà. Est-ce que dès maintenant et sans préjudice des discussions qui auront lieu au cours de cette table ronde, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan un peu qualitatif de la Via Rona et puis peut-être de voir comment elle s'harmonise avec les autres véloroutes qui commencent à exister sur notre territoire? Alors, Via Rona, on le suit depuis le début, depuis l'origine, c'est un projet qui est très compliqué. Nous, en tant qu'utilisateurs, on s'aperçoit et tous les jours que c'est très compliqué. Via Rona, c'est 600-700 km d'itinéraire qui longe le Rhône et qui longe plutôt 12 à 13 départements. Et moi j'ai regardé un petit peu le détail, il change 38 fois de département. Donc pour chaque département, on est à la frontière, sauf pour le Rhône où on le traverse au milieu, mais qui est un tout petit département, mais pour tous les autres départements, le Via Rona, c'est la frontière du département. Donc c'est déjà l'extérieur. C'est déjà, bon pour la Savoie d'ailleurs c'est très net, regardez sur un site de la Savoie, renseignez-vous sur Seyssel. Vous avez du mal à trouver des informations sur Seyssel dans la Savoie, parce que c'est déjà l'ailleurs, c'est déjà l'un, c'est déjà autre chose. Donc on est, pour tous les départements c'est pareil, on est un peu en dehors, on n'est jamais à l'intérieur du département. Donc c'est un premier élément qui explique la complexité du problème. On change à la fois, chaque fois de maître d'ouvrage, chaque fois d'exploitant, voilà. Donc, et en plus, il y a beaucoup d'infrastructures sur le long du Rhône, la voie ferrée, les voies ferrées, l'autoroute, les barrages, la TNR, bon, c'est très compliqué. Donc là-dessus, et même ces aménagements ont modifié, enfin, n'ont pas tenu compte des limites départementales, bien sûr, ça serait trop commode. Et donc on arrive à des situations ubuesques. Bon. En plus de tout ça, maintenant, après les aménagements du Rhône, c'est devenu des zones protégées, naturelles, protégées. Une fois, on peut rire un petit peu, une fois les aménagements réalisés, on les transforme, on les vend en zones naturelles, protégées, et on ne peut plus couper un arbre parce que l'arbre en question, c'est la nourriture des castors. Donc on arrive récemment avec une réglementation, donc c'est pas moi qui devrais en parler,
mais on le voit tout le temps, dans chaque enquête publique, dans chaque projet, on voit le temps qui est mis pour sortir ces projets. C'est dû à ces contraintes soi-disant environnementales, comme si les cyclistes dérangeaient l'environnement. C'est un petit peu un autre sujet dont on pourra reparler. Voilà. Alors le bilan de la Via Rona, faire un bilan aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de très belles réalisations, mais elles sont interrompues par des zones difficiles à franchir. J'ai fait l'ensemble de la Via Rona l'été dernier, 700 km. On a eu 23 passages difficiles, 67 km au total de passages un peu pénibles. On arrive finalement à trouver quelque chose de correct. Et on se fait plaisir, les images l'ont prouvé, et je pense que les images, elles reflètent bien un peu l'ambiance du tracé. Alors, attention à ce que je veux dire, parce que actuellement, c'est pas quand même ouvert au grand public. Il y a des tronçons, de belles réalisations à utiliser, mais la continuité fait qu'il faut bien travailler l'itinéraire, savoir où on veut passer pour éviter les routes importantes et gênantes. Voilà. Donc c'est pas mettre entre toutes les mains, il faut avoir des bonnes informations, savoir lire une carte et savoir utiliser, l'utiliser aussi. Voilà. Alors, quand on aura réglé ces coupures, quand on aura mis en place un balisage de continuité qu'on souhaite, même si l'aménagement n'est pas réalisé, on pourrait très bien mettre des balisages de continuité, il faudra le faire rapidement parce qu'on risque de décevoir. Voilà. Et puis n'oublions pas la Suisse, c'est quand même en Suisse que le Rhône prend sa source. Alors là, l'aréopage autour de cette table est très rhône-alpin. On a voulu avoir nos voisins suisses, et puis bon, il y a des questions de disponibilité, ils ne pouvaient pas venir. Bon, on n'a pas de Suisse, enfin si, je crois qu'il y a Claude Martaler qui tient un stand en haut, mais enfin qui ne représente pas les différents cantons, puisque en Suisse il y a plusieurs cantons qui sont concernés par la Via Rona. Et puis on aurait pu aussi avoir des interlocuteurs plus méridionaux, que ce soit en Languedoc-Roussillon ou en PACA. Bon, on n'en a pas eu, concrètement on les a pas contactés, peut-être qu'on aurait pu, bon voilà, c'est une première, restons un petit peu dans notre région. Enfin, la région Rhône-Alpes a quand même un rôle non négligeable dans cette réalisation. Alors Claude Comet, vice-président, j'ai envie de vous demander déjà, pour vous finalement, pourquoi la région Rhône-Alpes, qui n'a pas de mémoire la compétence en matière de voirie, s'intéresse et ça fait plus que s'intéresser à la Via Rona. Quel est un petit peu l'enjeu pour les territoires? Et puis, est-ce que finalement la région Rhône-Alpes n'est pas un petit peu chef de file de l'ensemble de l'itinéraire en France? Alors, bonjour à tous. Et puis d'abord, dire à quel point c'est un bonheur de venir ici et que ce premier forum, oui, on lui souhaite plein de choses, parce qu'il y a de quoi effectivement rêver et se préparer à finalement mettre en pratique ses rêves. Alors, la Via Rona, moi je veux d'abord le souligner parce qu'il y a des départements et entre autres la Savoie, il manque la Haute-Savoie pour faire bien, mais la Via Rona c'est d'abord lancé par les départements et entre autres Haute-Savoie très, très volontairement dès les années 2000-2002 pour faire cet itinéraire qui avait d'abord pour nom donc la véloroute du Léman à la Méditerranée. Et on se place effectivement dans un cadre que Nicolas pourra peut-être reprendre un peu plus largement. C'est ces itinéraires de longue haleine qui se dessinent en France et en Europe, qui permettent effectivement des parcours sécurisés, puisqu'en voie dédiée, pour la pratique du vélo, pour toutes les familles, pour tout le monde, mais pas seulement pour la pratique du vélo, on l'a vu sur le film, mais aussi pour... finalement y aller se promener le dimanche, et on voit bien le succès qu'ont les véloroutes et qu'a la Via Rona sur la portion par exemple savoyarde entre La Balme et Saint-Genis-sur-Guiers, ici déjà sur cette portion, le dimanche où tout le monde est sur la véloroute et en particulier les grands-parents, les parents, les enfants, qui fait ce bonheur d'être ensemble et cette pratique redécouverte du vélo. Ça a eu déjà cette fonction-là. Et puis, au fur et à mesure, donc la vision qu'avaient les départements et que la région sur laquelle la région a embrayé très très vite, c'est que c'est un itinéraire touristique majeur
pour nos territoires. Donc, dans ces itinéraires à vélo, vous connaissez la Loire à vélo, nous on s'y est déplacés, ça y est, ça fonctionne. Tout n'est pas en site réservé, mais tout est extrêmement bien marqué pour répondre ce que disait Monsieur Cessieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement le pratiquant sache sur quel type d'itinéraire il est. Est-ce qu'il est en voie partagée, où on va partager avec effectivement la voiture ou d'autres formes d'itinérance, ou peut-être des dessertes agricoles, etc. Ou est-ce qu'on est en site propre? Il faut toujours qu'on sache exactement où on est, mais il faut viser une continuité sur une longue durée. Si on regarde la carte de toutes les véloroutes de la France, eh ben, il y a un grand trou, aujourd'hui encore, dans notre zone où cette Via Rona est en construction. Alors la région Rhône-Alpes est intervenue après les départements qui ont été moteurs. Parfois ce sont des départements qui sont maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qui vont porter la fabrication de l'infrastructure. Parfois ce sont des communautés de communes. Donc il y a eu quand même une volonté partagée, il y a eu déjà des groupes de travail qui se sont mis en place, notamment justement pour tout ce qui est signalétique. Et aujourd'hui, il faut monter une marche de plus. Donc la région Rhône-Alpes a été partie prenante il y a déjà plusieurs années, et particulièrement dans le cadre du plan Rhône, qui est l'aménagement du Rhône le long des berges, qui répondait d'abord à des problématiques d'inondation, d'environnement, mais sur la composante déplacement à vélo, tourisme, est devenue absolument majeure. Et c'est important ce plan Rhône parce que justement, ça réunit à la fois les régions, donc la région Rhône-Alpes, la région Languedoc-Roussillon, la région PACA, mais aussi la Bourgogne, et ça réunit aussi un des acteurs majeurs de cet itinéraire qui est la Compagnie nationale du Rhône, puisqu'une grande partie, en tout cas pour Rhône-Alpes, de l'emprise de la Via Rona, c'est-à-dire du tracé, se fait sur des terrains qui appartiennent à la CNR. Et la CNR a été aussi majeure dans le financement. Donc après, quand il faut payer l'infrastructure, quand il faut aller travailler, c'est à la fois les maîtres d'ouvrage qui, eux, vont faire le boulot sur le terrain, mais ils en parleront tous les deux, mais aussi, effectivement, contribuer à la fabrication de cet itinéraire et donc mettre de l'argent au pot. Donc la région a mis de l'argent au pot très, très tôt aussi, et la CNR de façon très, très volontaire. Avec une vision pour la région Rhône-Alpes et pour l'ensemble de l'itinéraire, c'est simple, nous créons une nouvelle destination touristique, une destination autour du Rhône, une destination touristique qui pour la région Rhône-Alpes est majeure parce qu'elle va contrebalancer ou en tout cas compléter l'attrait qui est autour de nos montagnes et permettre une découverte en finesse, on l'a bien vu dans le film, de territoires qui sont aujourd'hui peut-être effectivement aux marges des départements, mais porteurs d'énormément de choses, de sens, de découvertes, autour justement de ce fleuve Rhône, fleuve des civilisations, sur lequel se sont construits tout un tas d'aménagements, mais la vie des hommes, autour des pratiques du fleuve, mais autour du vin, autour de la culture, autour des métiers, autour des aménagements du Rhône, évidemment, tout ce qui a été barrage, etc., etc. Et donc la Via Rona, ça n'est pas un itinéraire à vélo, c'est une voie majeure pour découvrir des territoires, les pénétrer en profondeur. Et c'est fondamental. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est gravir un échelon de plus, et c'est pour ça qu'on a lancé ce film. Mais Daniel, qui représente ici Rhône-Alpes Tourisme, qui est l'outil de la région pour les développements touristiques, en parlera. C'est un outil majeur sur lequel nous, on a remis un accent important dès cette année en lançant la fête de la Via Rona au moment de la fête à vélo. Il y en aura une prochaine l'année prochaine, en lançant un magazine Via Rona que vous découvrirez sur le stand de Rhône-Alpes Tourisme au-dessus. Et surtout, avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage, avec les deux régions, avec la CNR, on lance avant la fin de l'année un premier comité d'itinéraire qui pourra mettre tout le monde en marche sur toute l'avancée de cette infrastructure. Pour la région Rhône-Alpes, donc M. Cessieux le disait, c'est plus de 700 km du Léman à la Méditerranée. Pour la région Rhône-Alpes, c'est 448 km. Tous nos départements sont traversés. C'est donc un outil qui est important. Les 8 départements sont traversés par la Via Rona. Et c'est donc déjà 250 km qui fonctionnent. Il y en a encore 250 avec des points noirs qui commencent à se résoudre.
Et c'est, si vous voulez, extrêmement enthousiasmant de se dire que on va pouvoir offrir à la découverte, une découverte du 21e siècle, comme l'a dit Henri Dupassieux tout à l'heure, d'un tourisme lent, d'un tourisme à vélo, d'un tourisme de contemplation, de partage et de rencontre avec l'autre, des territoires qui sont aujourd'hui forts et très importants, parce que souvent des milieux naturels, il est important justement de découvrir des milieux naturels, de profiter de cette remise en lien avec la nature, on en a tous besoin, et de prendre le temps de découvrir tranquillement. Voilà. Donc c'est un outil majeur pour la région Rhône-Alpes, majeur pour l'ensemble des territoires, et on y consacre énormément de moyens. Et pour nos homologues de Languedoc-Roussillon et de PACA, avec lesquels on est en lien tout le temps, c'est un outil de développement fondamental. Et dans la prochaine génération de programmes européens, parce qu'on a toujours besoin d'aller chercher des sous à l'Europe. Je rappelle toujours que l'Europe, que nous n'aimons pas forcément pour plein de choses, elle est très présente sur les territoires. Et si elle n'était pas là, il y a plein de projets qui ne se feraient pas. Et donc la Via Rhôna existe aussi parce que l'Europe mise sur la Via Rhôna. Voilà. Merci Claude Comet, votre enthousiasme est contagieux. Alors justement, comme vous l'avez dit, la Via Rhôna, ça permet de découvrir le Rhône. C'est vrai que c'est pas forcément l'attrait le plus généralement cité de notre région, mais pour ça il faut communiquer, il faut le promouvoir, il faut le faire valoir. C'est la mission, je crois, de Rhône-Alpes Tourisme. Alors j'aimerais demander à Daniel Romagnoli, d'abord tout simplement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la promotion de l'itinéraire. Je crois qu'il y a même de l'outil télématique, télévisuel qui existe. Et puis, qu'est-ce qui va être fait à l'avenir pour assurer davantage la promotion de cet itinéraire? Oui, bonjour à tous. Je suis également très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Rhône-Alpes Tourisme, comme Claude Comet vient de l'indiquer, c'est l'outil au service du développement et de la promotion touristique dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Moi, personnellement, je travaille sur l'eau et sur le fleuve depuis un certain nombre d'années, mais plutôt sur des aspects d'ingénierie et d'accompagnement de porteurs de projets. J'ai donc hérité, si je puis dire, du beau projet de la Via Rhôna. Et nous avons au sein de Rhône-Alpes Tourisme constitué une équipe dédiée de 4 personnes qui travaillent activement depuis le feu vert qui a été donné en fait lors du lancement de Via Rhôna en fête, le 2 juin 2013, à l'occasion duquel nous avons dû un peu je dirais dans la hâte, puisqu'on a fait tout ça en 3 mois. On a effectivement mis en place un site internet, on a réalisé le film que vous venez de voir, un site internet qui est maintenant en français bien sûr, mais aussi en anglais. On a réalisé aussi une édition, puisque c'est une série de 3 magazines, donc un premier magazine avec le Dauphiné Libéré, cofinancé évidemment par la région et par la CNR également, cette série de 3 magazines, dans lequel vous trouverez une carte. Alors ce magazine, pour information, on en a donc eu un en 2013, on en aura 2 en 2014, un au printemps et un à l'automne, qui sont évidemment avec des contenus complètement revisités et des cartes adaptées aux contenus qui sont également complètement revisités. Alors ça c'est un peu préalable, je dirais, à l'édition de notre topo-guide. On a déjà des éditeurs de topo-guide qui se pressent aux portes parce que l'itinéraire connaît un grand intérêt. Et voilà, donc il faudra qu'on fasse une édition lorsque on sera prêt à le faire, lorsque je pense que l'itinéraire aura un peu plus avancé. Et puis bien évidemment, on a je dirais, le catalogue d'outils et de missions au service de la promotion touristique. Bon, on a les outils classiques, j'en ai évoqué quelques-uns. On a également les salons, les éductours presse et les accueils de tour opérateurs. Et puis on sera également actif pendant l'événement 2014. Merci. J'avais entendu parler d'une télé Via Rhôna. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, peut-être la visualiser. Je ne sais pas si la technique le permet. Oui, bien sûr. Si c'est le cas, ce serait bien. Effectivement, Via Rhôna a la chance, c'est une convergence, on va dire, d'événements qui ont fait qu'on a pu faire profiter à Via Rhôna de l'avancée technologique de la région Rhône-Alpes, notamment dans le cadre de la plateforme Rhône-Alpes Images. Nous avons maintenant une chaîne Via Rhôna Télé qui est accessible en ligne, à laquelle vous pouvez accéder très, très facilement à partir de votre ordinateur. Alors c'est une chaîne qui fait partie d'un bouquet de 11 chaînes
parmi 11 chaînes télé, il y en a 5 qui sont thématiques, donc des thématiques très larges, hein, comme la culture, le sport, les sports, les voyages. Et donc on en a une uniquement sur Via Rona, ce qui est exceptionnel. C'est pour une thématique nouvelle. Donc c'est pour vous montrer à quel point on met les moyens, tous les moyens que l'on peut concentrer sur cet itinéraire. Et comme le disait Claude Comet, pour nous c'est pas seulement un itinéraire cyclable, c'est vraiment un outil à la découverte des territoires, et nous sommes en train de constituer une nouvelle destination touristique de près de 700 km. Alors juste un mot sur cette chaîne Via Rona Télé, pour vous montrer que elle est structurée. Évidemment, à l'intérieur, vous avez des films, des documentaires, des vidéos. Vous pourrez y mettre les vôtres également si ça vous chante. Mais ça peut être aussi des documents historiques que nous sommes allés chercher à l'INA, notamment. Et puis on a aussi beaucoup de vidéos et de films qui viennent de sociétés de production régionales, ou des films qui sont même passés en salle. Alors elle est structurée en rubriques. Il y a une grande rubrique étapes et itinéraires. Donc on a structuré, donc si vous êtes entre Genève et Jons, vous pouvez aller visionner les films qui concernent ces itinéraires, cette étape-là, etc. Ici vous avez par exemple Monsieur Cessieux, là, je crois que c'est son interview qui est là qu'on pourrait lancer. Si on a le temps, 1 minute, peut-être on n'est pas obligé d'aller au bout. Bon, pour vous, je sais pas. C'est pour vous montrer qu'on a fait une remontée de contenu d'un certain nombre de chaînes que nous avions déjà en ligne auparavant. Si vous vous en souvenez, Monsieur Cessieux, vous étiez un ambassadeur, hein, c'est-à-dire dans la série des ambassadeurs. Vous irez voir les autres sur Via Rona TV, c'est ça? Voilà, c'était une production donc, que vous pouvez trouver. On revient, s'il vous plaît, à la régie sur la structuration des rubriques. Ensuite, on a donc tout un tas de visuels sur voir, faire et goûter, qui concernent l'ensemble des sports et loisirs autour du Rhône, les espaces naturels, le patrimoine, et tout ce qui concerne la gastronomie, les vins, les produits régionaux, etc. On continue, on revient en arrière, s'il vous plaît, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse vite. Donc, et ensuite, une rubrique un peu plus historique, avec tout ce qui concerne l'aménagement et l'énergie renouvelable, donc tous les aménagements du fleuve, tout ce qui concerne la navigation, l'histoire, la faune et la flore, sans oublier bien sûr les gens du fleuve. Voilà. Merci, je pense que vous avez peut-être, enfin en tous les cas c'est mon cas, c'est peut-être le vôtre, appris aujourd'hui la connaissance de ce site Via Rona TV accessible. Il suffit d'avoir un site internet. Je voudrais juste rajouter que c'est une chaîne évidemment interactive et participative, tout contenu, tout type de support de diffusion, et que les départements sont évidemment, les départements, les maîtres d'ouvrage, les territoires, les usagers, tout le monde pourra contribuer à enrichir cette chaîne. Merci Daniel Romagnoli. Alors revenons, on n'a jamais vraiment quitté la Savoie, mais enfin revenons plus spécifiquement au département de Savoie. Le Conseil général de la Savoie est maître d'ouvrage me semble-t-il, hein, enfin Olivier le confirmera, de la partie savoyarde de l'itinéraire Via Rona. Donc j'ai envie de demander à Olivier Borot, qui connaît bien la question, c'est pour ça qu'il est là, d'abord quelques chiffres. Qu'est-ce qui reste à faire en Savoie? Quelles sont les difficultés techniques, financières aussi? Enfin, parlons un petit peu technique de l'aménagement de la Via Rona en Savoie. Très bien, bonjour à tous, à toutes. Effectivement, là, le département de la Savoie, le Conseil général, doit relever le défi de la Via Rona. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département donc, est maître d'ouvrage historiquement d'infrastructures cyclables. Hein. Donc on parle aujourd'hui de la Via Rona, mais je voudrais également citer, pour ne pas les oublier, les avenues vertes chambériennes, le chemin lacustre le long du lac du Bourget, hein, dans le cadre du projet Grand Lac, hein, qui a mobilisé près de 30 millions d'euros ces dernières années. La véloroute des Préalpes, composante de l'itinéraire Valence-Grenoble, Albertville, Ugine-Annecy, qui est en service d'ores et déjà depuis Sainte-Hélène-sur-Isère, Albertville, jusqu'à Annecy. Le département qui équipe ses routes départementales de bandes cyclables, le département qui accompagne les collectivités locales qui réalisent des infrastructures cyclables, hein, qui est partenaire notamment de Chambéry Métropole pour le développement du réseau d'infrastructures cyclables au sein de l'agglomération. Le département qui également intervient dans le cadre du plan tourisme, bon, Michel le dira tout à l'heure, mais qui a notamment engagé des actions phares en matière de bornage d'écoles et des montées les plus significatifs, des dispositifs de chronométrage, de requalification de circuits cyclotouristiques, etc., etc. Et donc le département, historiquement, en Savoie en tout cas, a décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage
des véloroutes inscrites au schéma directeur national des véloroutes voies vertes. Donc la Virona en fait partie. Le département de la Savoie est concerné par environ 40 km, 20 km dans la Vampille savoyard et 20 km en Chautagne. Alors s'agissant des crédits mobilisés, en fait, à ce jour, on a environ 25 km de véloroutes en service, et ces 25 km de véloroutes ont mobilisé environ 4 millions d'euros. En moyenne, on est à peu près sur des investissements de l'ordre de 150 000 euros du kilomètre, mais avec des secteurs plus difficiles, hein, notamment qui sont liés à la configuration des lieux. Je pense notamment à certaines personnes qui doivent le connaître ici, le secteur des Bénolets à la Balme, qui a nécessité des travaux importants, de déplacer la falaise, la route pour pouvoir faire passer la Virona. Donc là, on est sur des coûts de l'ordre de millions d'euros du kilomètre. Par contre, évidemment, des coûts kilométriques qui se réduisent lorsque on a la possibilité d'utiliser des voiries communales très faiblement circulées. Donc en Chautagne, sur les 20 km de Chanaz jusqu'à Meaux, donc avec le franchissement du Fier qui assure la continuité avec le département de la Haute-Savoie en direction de Seyssel, aujourd'hui on a une section en service de Chanaz à Ruffieux, et donc il reste à réaliser dans les prochaines années le tronçon de Ruffieux à Serrières-en-Chautagne, et puis de Serrières-en-Chautagne à Meaux. Donc ça représente environ 14 ou 15 km pour un investissement estimé de l'ordre de 2 millions d'euros. Dans la Vampille savoyard, donc le département de la Savoie est concerné depuis Saint-Genis-sur-Guiers, Champagneux jusqu'à la Balme. L'itinéraire est entièrement réalisé, à l'exception du point dur, un des points durs reconnus de tous, et un lieu stratégique qui concerne le franchissement du Rhône entre la Balme et Virignan, puisqu'aujourd'hui la Virona est interrompue à la Balme, elle est interrompue à Virignan, et les usagers doivent, pour franchir le Rhône, soit utiliser leur propre moyen, la nage, un pédalo, une catapulte, ou en tout cas circuler sur des routes départementales qui ne sont absolument pas adaptées, dangereuses, il y a beaucoup de circulation, des tunnels. Et donc, l'actualité est très récente à ce sujet. Le département de la Savoie a assuré la maîtrise d'ouvrage des études de ce franchissement du Rhône. Donc, l'année 2013 a été consacrée aux études de faisabilité, études préliminaires, de toutes les solutions possibles qui permettraient de franchir le Rhône. Alors, en partenariat avec la région Rhône-Alpes, en partenariat avec le département de l'Ain et en partenariat avec la CNR. Et lundi, en mairie de Virignan, les élus se sont retrouvés dans le cadre d'un comité de pilotage politique qui avait pour objet de présenter l'ensemble des études réalisées et puis essayer de retenir en tout cas de privilégier une solution. Et donc les élus qui ont participé à cette réunion lundi en mairie de Virignan, qui associaient les collectivités locales, les communautés de communes, les syndicats de pays, les communes concernées, de la Balme de Virignan, privilégient le choix d'une passerelle souple, à l'image de celle qui a été réalisée très récemment à Rochemaure. Donc c'est un ouvrage qui a l'avantage d'être pérenne, mais d'un coût relativement réduit par rapport à des solutions de type pont qui coûtent de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros. Donc cette solution-là a fait l'objet d'un consensus politique. Donc le département de la Savoie s'est engagé à assurer la poursuite des études détaillées. Il y a énormément de contraintes entre la Balme et Virignan, c'est un secteur classé, il y a des contraintes environnementales, des contraintes paysagères, des contraintes patrimoniales, des contraintes techniques, des contraintes liées aux procédures, des problématiques foncières. En fait, c'est un peu quand même, un peu compliqué. Alors, ceci étant dit, ce projet-là de franchissement du Rhône, il est enthousiasmant parce qu'il mobilise énormément d'acteurs. Les études vont se poursuivre et on a quand même à l'idée de réaliser donc un ouvrage dans les prochaines années, en fonction bien sûr des partenariats financiers qui seront mis en place. Moi, en tant que technicien, ce que je voulais dire peut-être pour conclure, c'est que ce projet-là de la Virona, c'est un projet que moi j'ai découvert ici en arrivant en Savoie. C'est un projet qui est compliqué parce qu'il mobilise énormément d'acteurs, à la fois politiques et techniques, énormément de partenaires. Il y a énormément de contraintes à prendre en considération. Comme vous le disiez tout à l'heure, les contraintes et les procédures environnementales aujourd'hui qui sont imposées, qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage, rendent la chose compliquée.
En Chautagne, par exemple, l'année 2013, il n'y a pas eu de travaux sur la Virona parce que l'année 2013 a été consacrée à des acquisitions foncières nécessaires pour réhabiliter les zones humides et ensuite les remettre en gestion et à la disposition du CPNS. Et donc le maître d'ouvrage, effectivement, aujourd'hui, il a des contraintes réglementaires qu'il faut gérer et traiter. Et en tout cas, au-delà de cette complexité, moi en tant que technicien, ce projet-là est enthousiasmant parce qu'il permet aussi de rencontrer des collègues dans tous les départements et puis souvent, parfois, de confronter des points de vue de techniciens qui sont parfois différents hein, et qui méritent d'être partagés. Voilà. Merci de votre attention. Merci Olivier Borot. On se rend compte que même si on longe un fleuve, on peut dire que c'est plus simple qu'autre chose et qu'il s'agit de longer un fleuve. Et malgré tout, il y a toujours des contraintes. Mais peut-être que tout à l'heure, dans la partie débat, s'il y a des voyageurs qui ont des éléments particuliers à signaler sur les aménagements en Savoie, ben ils auront un bon interlocuteur en face d'eux. Alors le tourisme, on en parlait tout à l'heure, c'est une affaire régionale, c'est aussi une affaire départementale. Michel Viquelin, vous êtes directeur de l'agence touristique départementale de Savoie. Alors, vous nous direz aussi ce que c'est et puis comment ça s'organise, parce que je croyais que l'agence touristique c'était bidépartementale. Enfin bon, il y a des choses un petit peu compliquées. Et au-delà de ça, j'aimerais savoir de manière un peu égoïste pour notre département, quel est l'enjeu de la Via Rona dans le département de Savoie, et puis qu'est-ce qu'on attend de l'achèvement de cet itinéraire qui sera sans doute plus fréquenté, y compris en Savoie, dès lors qu'il sera complètement achevé depuis la source jusqu'à la mer. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cet aspect touristique dans notre département? Oui, bien sûr. Donc bonjour, alors on va évacuer assez rapidement la question des structures. Donc il y a une structure qui s'appelle Savoie-Mont-Blanc Tourisme et qui travaille sur la promotion, la communication, le marketing, l'observation touristique à l'échelle des deux départements, et une structure qui s'appelle l'agence touristique départementale que je dirige et qui est une structure qui travaille à l'échelle de la Savoie et qui est le bras armé du département pour mettre en place sa politique touristique. Voilà, donc c'est une structure qui travaille sur le développement et une autre qui travaille sur la promotion et la communication. Donc le vélo, la Via Rona sont des enjeux majeurs hein, pour le département de la Savoie. La Savoie est connue davantage pour son tourisme hivernal, pour ses champs de neige, et l'hiver, la Savoie a une particularité qui fait qu'on a plus de visiteurs l'hiver que l'été. Donc 2/3 des nuitées se font l'hiver, 1/3 l'été, et on est sur un tourisme de montagne qui voit sa fréquentation baisser régulièrement depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et c'est propre à la montagne française et même européenne. Le Conseil général a lancé il y a 7 ans en arrière un plan tourisme justement dont l'objet essentiel est la diversification touristique, c'est-à-dire de pouvoir rééquilibrer les fréquentations entre les saisons, également sur les territoires. Alors plusieurs filières prioritaires ont été identifiées comme la randonnée, le tourisme culturel, le tourisme pour les jeunes, etc. Et également le tourisme à vélo, puisque le département de la Savoie présente des atouts extrêmement forts. Alors, on connaît les grands cols, qui font l'objet de passages réguliers du Tour de France. Donc, sur ces grands cols, Olivier l'expliquait, on a eu une politique pour borner l'école. On a également créé des itinéraires, on a remis à niveau des itinéraires qui avaient été lancés en 95. Voilà, donc 60 itinéraires de tout niveau ont été remis à niveau, ils sont en cours de bornage, donc on commence à voir des bornes apparaître sur les différentes routes. Et puis il nous a paru extrêmement intéressant également de mettre en tourisme la Via Rona, c'est-à-dire que la Via Rona se déroule sur l'ouest du département, sur des territoires ruraux comme la Chautagne, comme l'Avant-Puy savoyard, et c'était intéressant également de pouvoir développer un itinéraire, une destination, puisque c'est une destination en elle-même, sur cette partie du territoire de la Savoie. En termes de clientèle, c'est vrai que quand on pense vélo en Savoie, on pense plutôt à des difficultés, à des grands cols, des itinéraires difficiles. Donc la Via Rona, justement, est une bonne proposition, puisque c'est un itinéraire qui est facile, qui est à plat, et qui permet d'accueillir tout type de clientèle. Ça va de l'itinérant jusqu'à la famille, qui peut se balader et qui peut faire découvrir des paysages magnifiques à des enfants en bas âge. Voilà, un des principaux enjeux pour le département de la Savoie, c'est cette diversification et utiliser au maximum toutes les caractéristiques identitaires en fait du territoire.
par les paysages et par ce qu'on va découvrir le long de la Via Rona. Merci Michel Dittelin. Alors, enfin, qu'on aille un petit peu au-delà de la partie Via Rona. Nicolas Mercat, donc tu es cofondateur du bureau d'études altermodales spécialisé dans les circulations douces, chef de projet des modes actifs, Altermodal qui est maintenant rattaché à Indigo. Est-ce que on peut dire quelques mots finalement des enjeux de ce type d'itinéraire? Quels sont les enjeux économiques, peut-être les enjeux sociaux, et puis est-ce que le tourisme à vélo finalement, est-ce que ça représente un marché? Certainement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Merci Christian. Alors c'est vrai que ça fait très plaisir d'être là parce qu'à l'époque, c'était en 98, je me souviens très bien, avec l'ami Pierre Lortet, avec Philippe Vachette, on était sur les toutes premières études de Via Rona. C'était il y a exactement 15 ans, c'était en octobre 98. Et ça fait vraiment plaisir de voir comment le tourisme à vélo s'est développé en France en 15 ans. C'est absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que la complexité du montage de ce projet a été largement soulignée. C'est vrai que c'est très complexe, il y a énormément de maîtres d'ouvrage, il y a un foncier compliqué, mais à l'époque, il fallait aussi convaincre. C'est-à-dire que convaincre de l'intérêt du tourisme à vélo, c'était pas évident dans une France qui la pratiquait très peu et qui la pratique beaucoup moins, qui la pratiquait beaucoup moins que les autres pays européens. Donc il fallait voir les exemples plutôt à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment déjà intéressant de voir tout le chemin qui a été parcouru en 15 ans entre les premières études de Via Rona et là où on en est aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a du recul maintenant sur un certain nombre de grands itinéraires en France. Claude Comet parlait de la Loire à vélo, il y a aussi la Vélodyssée le long de la route atlantique, il y a l'Eurovélo 6, il y a le Tour de Bourgogne, il y a le canal du Midi et le canal des Deux Mers. Donc on a maintenant un retour sur ce que c'est que le tourisme à vélo en France, et c'est vrai qu'il a vraiment décollé dans les 15 dernières années. On a des enquêtes assez approfondies qui touchent plus de 25 000 usagers aujourd'hui, donc on a vraiment un état des lieux de ce que c'est que le tourisme à vélo aujourd'hui. Et globalement, enfin quand je parle de tourisme à vélo, plutôt sur le tourisme, sur les véloroutes et voies vertes. Et on a déjà un grand tiers de piétons, qui sont des piétons promeneurs, qu'il ne faut pas oublier, mais qui participent aussi à l'intérêt de ce genre d'itinéraire, à la pratique de loisirs auprès des résidents. Mais il y a également donc les 2 tiers de cyclistes, et sur les 2 tiers de cyclistes, la pratique itinérante, c'est-à-dire longue distance, qui représentait à l'époque peut-être 2 ou 3% de ce qu'on pouvait observer, représente aujourd'hui jusqu'à 14, 15, 20% sur la Loire à vélo. C'est-à-dire qu'on a vraiment un phénomène touristique lié au tourisme à vélo, itinérant, qui est complètement nouveau en France. La Loire à vélo aujourd'hui, c'est 200, 300, 400 cyclistes itinérants sur certains secteurs par jour. Donc on en croise beaucoup. Et surtout, oui, ça fait aujourd'hui, la Loire à vélo, c'est 1 million de passages, c'est 500 000 touristes, 500 000 touristes liés à la pratique touristique, et c'est ouvert depuis quelques années. C'est vraiment, vraiment quelques années. Donc il y a un phénomène nouveau, particulièrement en France, et ce qui est intéressant, c'est que le tourisme à vélo français n'est pas le même que le tourisme à vélo traditionnel en Europe, qui était plutôt axé sur des publics assez âgés, plutôt en couple, alors que là, on a un panel extrêmement large, beaucoup de familles, et ça, c'est un phénomène français, et qui est intéressant, et qui sera vraiment, à mon avis, une grosse clientèle de la Via Rona. Une clientèle française, Albert le sait bien, on rencontre énormément de familles avec des petits-enfants, avec des remorques, et c'est intéressant de voir le forum avec le nombre de familles chambériennes qui sont parties aujourd'hui à vélo. C'est vraiment encourageant. Deuxième chose, on a aussi beaucoup de jeunes, alors qu'on a du mal à attirer les jeunes dans nos départements de montagne. On a beaucoup de groupes de jeunes pour lesquels c'est un peu le voyage initiatique entre copains, et ça on le retrouve bien aussi dans les enquêtes. Et puis on retrouve aussi des personnes âgées qui viennent, mais à des âges de 75, 80 ans. On a quand même réussi à convaincre mes beaux-parents, qui n'avaient jamais fait de tourisme à vélo, à faire la Loire à vélo, et ils ont fait leur première expérience à 76 ans. Et ils sont ravis. Donc il y a cet aspect d'une clientèle extrêmement large, avec des enjeux économiques qui sont réels, puisqu'aujourd'hui, un touriste à vélo dépense en moyenne 65 €. Mais avec des marges très très importantes, ça va des groupes de jeunes qui dépensent 10 € par jour, 10 € par jour, à des tours opérateurs américains qui proposent des voyages à vélo une semaine à 3 000 à 4 000 € en relais château. Donc on a vraiment
toutes les gammes de tourisme sur le tourisme à vélo et en moyenne donc des enjeux économiques qui sont importants. Sur la Loire à vélo, aujourd'hui, c'est entre 30 000 et 100 000 euros du kilomètre de retombées économiques par an et par kilomètre parcouru. C'est-à-dire que sur les sections les plus anciennes, on a un retour sur investissement qui est de l'ordre d'une année. Alors, aujourd'hui, sur la Loire à vélo, c'est un petit peu plus long. Sur le Tour de Bourgogne, c'est un petit peu plus long également. Mais les sections les plus anciennes retirent en retombées d'hébergement, de restauration, de transport, d'achat de produits du terroir, à peu près le montant de l'investissement initial. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et c'est un élément économique. Derrière les enjeux économiques, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux sociaux, sociétaux, comme l'a rappelé aussi Claude Commet, sur des enjeux de qualité de vie, parce qu'il faut bien voir que si environ un tiers des usagers à l'année sont des touristes, 70% restent des résidents. Et c'est vrai que même si on travaille pour une clientèle touristique, même si on travaille pour un enjeu économique, c'est d'abord un enjeu de qualité de vie. Il y a un enjeu qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est l'enjeu de santé publique. On a une population qui est en baisse d'activité physique, alors peut-être pas en Savoie, c'est vrai qu'en Savoie on a la chance d'avoir un taux de pratique sportive qui est plutôt plus élevé que la moyenne, mais l'enjeu de retour à l'activité de la population est un enjeu important, et ces véloroutes et voies vertes sont vraiment un outil qui permet de développer cette pratique pour des gens qui étaient très éloignés de l'activité physique. Et ça a été chiffré, l'Organisation mondiale de la santé a fait un chiffrage de ce que représentait la pratique du vélo en termes économiques, et c'est en gros 1 euro du kilomètre. C'est-à-dire que 80 000 personnes par an sur un itinéraire, c'est 80 000 euros du kilomètre, rien qu'en retombée en termes de santé publique. Donc voilà pour l'enjeu. Et puis pour terminer sur Virona, c'est vrai que les premiers chiffres sont vraiment encourageants, puisque alors que c'est pas terminé, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on a une clientèle qui est aujourd'hui plutôt résidente, les premiers chiffres qu'on a en Savoie, qu'on a dans la Drôme avec des compteurs automatiques, c'est 60 000 à 80 000 passages par an, c'est-à-dire déjà plus élevé que ce que représente la Loire à vélo. Sur la Loire à vélo, on est sur des chiffres de 60 70 000 usagers par an sur un secteur donné. Là, on est déjà au-delà sur Virona, donc c'est vraiment des chiffres encourageants. Et donc, je pense que ça permet de voir que ce dont on rêvait il y a 15 ans, c'est en train de se mettre en place et c'est en train d'arriver. Merci Nicolas Mercat. J'ai oublié de dire que tu étais également président de l'agence Écomobilité. On est en plein dans le sujet. Alors, avant de peut-être une dernière interpellation, avant de vous passer la parole, c'est que finalement, la Virona, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire d'association, c'est une affaire de bureau d'études, c'est une affaire de région, de département, d'État. C'est la question de la gouvernance. Et là, je lance la question un petit peu à tout le monde. Nicolas avait attiré mon attention là-dessus tout à l'heure. Voilà, qui doit piloter le navire? C'est parce que c'est compliqué, ça a été souligné à plein de reprises, qu'à un moment, il faut mettre en place une organisation collective qui est déjà en place, mais qui n'est pas structurée. C'est le rôle d'un comité d'itinéraire, c'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table et on se donne des objectifs, en sachant effectivement que l'avancée de l'infrastructure, elle conditionne les objectifs. Donc, on a des objectifs à court terme, c'est finaliser l'infrastructure, et puis après, on a toute la montée de ce qu'on appelle la mise en tourisme, c'est-à-dire de susciter l'intérêt à la fois des collectivités, parce que Nicolas le disait bien, mais il y a encore des zones où, dans le Gard, c'est pas forcément une priorité, donc il va falloir encore convaincre. Donc le fait de mettre en place un comité d'itinéraire à 3 régions, déjà, ça donne la dimension touristique globale du projet, et effectivement convaincre ceux qui sont moins convaincus qu'il faut continuer l'infrastructure. Et après, il faut convaincre les acteurs locaux, c'est-à-dire que ce soit aussi bien les élus, mais ceux qui ont des hôtels, ceux qui ont des campings, ceux qui ont des restaurants, ceux qui ont de la vigne. Parce que si on veut pouvoir avoir des retombées locales importantes, et c'est bien ce qu'on vise, parce que le tourisme, c'est de l'économie au service de l'aménagement durable des territoires, de l'économie pour tout le monde, de la retombée locale pour tout le monde. Et donc c'est bien d'effectivement de mettre finalement les gens en situation de profiter de ces passages. Regardons ici sur l'avant-pays savoyard. On ne peut pas imaginer que ce soit en Savoie ou que ce soit en Haute-Savoie qu'il n'y ait pas un lien avec les vins de Savoie.
juste pour parler de ça. Donc l'agriculture, tout le monde doit profiter de ce projet-là. Donc effectivement, à un moment, il faut coordonner, mettre les acteurs autour de la table et redonner de l'envie et leur faire bien comprendre ce qu'a dit Nicolas, c'est que c'est de l'économie qu'on va créer. Merci. Alors, si vous avez des questions, des observations, des interpellations, c'est le moment. Hein, on a une table ronde, c'est un moment où on parle, mais c'est aussi un moment où on donne la parole. Peut-être que chacun qui s'exprime commence à se présenter, et puis s'il représente un organisme, à le signaler. Oui, bonjour. Je suis vice-président des cyclotouristes chambériens, Yves Mathieu. Lorsqu'on va sur le site de la Via-Rona, on nous dit que l'aménagement en Haute-Savoie est terminé. Et pour être allé sur le site, donc sur place, on se rend compte qu'à part quelques bandes cyclables sur des routes trop circulées, il n'y a rien. Alors je voulais savoir si c'était effectivement un aménagement définitif ou s'il y avait quand même quelques projets en Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie qui est là, je crois qu'il faut qu'elle réponde. Ah oui, parce que là, on n'a personne de Haute-Savoie autour de la table. Donc c'est une question soit pour le Conseil général, soit régional, soit pour Rhône-Alpes Tourisme, à moins qu'un Haut-Savoyard ait la réponse. Non mais, alors on ne veut pas le mettre en difficulté, je pense que il pourra peut-être dire un mot pour la Haute-Savoie, mais sur le site internet, on a encore énormément d'améliorations à faire. D'avoir une information en temps réel, c'est la difficulté, de savoir où on en est pile poil, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. Par exemple, cet été, il y a des portions qui ont été fermées par la CNR, d'où la nécessité d'un comité d'itinéraire, qui ont été fermées par la CNR alors qu'elles étaient marquées ouvertes sur notre itinéraire. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important pour celui qui va partir, c'est de ne pas se casser le nez sur un tronçon qui est fermé parce que on va faire un aménagement pour le fleuve, forcément important et nécessaire, mais qui est pas signalé sur le site. Donc cette information en temps réel des visiteurs et bientôt sur des applications téléphoniques, évidemment, elle est fondamentale. Mais elle doit être nourrie par le territoire lui-même, parce qu'on ne peut pas sinon avoir l'info. La Haute-Savoie, justement. Voilà, je voulais juste rajouter une petite information officieusement pour le compte du département de la Haute-Savoie. Donc en effet, il y a un affichage concernant la véloroute en Haute-Savoie. Cette information, ça consiste en le fait que la véloroute est entièrement balisée. Il y a une continuité d'itinéraire qui s'opère de la frontière suisse jusqu'à la limite avec notre département voisin, donc la Savoie, et donc qui fait l'objet d'aménagements déjà réalisés dans les secteurs de Seyssel, entre autres, avec des pistes cyclables, des bandes cyclables sur l'équivalent d'environ 7 km, d'autres projets d'aménagement qui vont avoir lieu courant 2014, sur cette fois le secteur nord du département, côté frontière suisse, avec des réalisations aussi d'aménagements cyclables. Voilà, donc, mais on est sur une continuation de l'amélioration de l'itinéraire au fur et à mesure des années. Merci. Aujourd'hui, c'est vrai que la particularité, c'est que c'est sans commune mesure, hormis le fait qu'on remet à jour aussi, on va remettre à jour le balisage suivant la nouvelle charte, mais c'est le seul département qui offrait toutes ces dernières années une continuité d'itinéraire balisée sur l'ensemble du tracé Via-Rona. Oui, Madame Ormagnoli. Je voudrais simplement rappeler, peut-être n'avez-vous pas pu consulter le site viarona.com dans sa grande diversité et de manière approfondie, mais nous avons donc, au-delà de la présentation des 14 étapes en question, déclinées sous forme de carte avec l'enregistrement provisoire, qui a une certaine qualité, mais en termes d'objets touristiques associés. Nous avons également une rubrique info-travaux depuis la mise en ligne du site, et toutes les ruptures d'accès sont signalées depuis la mise en ligne du site. Il y a une rubrique exprès, qui est en jaune, qui se voit et qu'on tient un jour, bien évidemment, comme le disait Claude Comet, dès que nous avons l'information. C'est-à-dire que c'est au maître d'ouvrage de l'infrastructure de nous faire remonter l'information comme quoi il y a des travaux. On avait mentionné la rupture d'accès sur le barrage de la Vaur dès l'ouverture du site. On avait mentionné la rupture d'accès cet été au tunnel de la Balme dès l'ouverture du site. Sauf qu'on a donc dit que c'était rouvert la Balme, sauf qu'on ne savait pas, parce qu'on ne nous l'avait pas dit, qu'on avait démarré des travaux sur le tunnel de Vérignan, sur la route de déviation, si je puis dire, par rapport à la Vaur.
sur l'un. Donc on le fait instantanément à condition d'avoir l'information. Donc je vous renvoie au site internet. En général, il est actualisé le mieux possible. Il est en devenir. Je vous rappelle qu'on l'a fait en 3 mois. On le met à jour tous les 3 mois. Et on fait un toilettage général des rubriques 1 fois par an. Mais tous les 3 mois, il y a une actualisation à l'intérieur des contenus, à l'intérieur des rubriques. Néanmoins, s'il y a un point d'information à faire passer, on peut le faire instantanément. Et sachez que vous pouvez l'enrichir, sachez qu'on renvoie sur le blog d'Albert, sachez que vous pouvez intervenir, sachez qu'on donne via Facebook et Twitter, vous pouvez nous faire remonter des infos. On reçoit tous les jours des infos des usagers, et bien évidemment, ou ce sont des gens qui ne sont pas très contents de certaines choses, qui signalent des difficultés, on renvoie immédiatement aussi vers les maîtres d'ouvrage, qui souvent nous donnent des éléments de réponse qu'on renvoie à l'internaute, on essaye de le faire le mieux possible, hein, ou qui sont aussi parfois des messages de félicitations, et là on transmet également, parce qu'il y a quand même des usagers qui sont contents et qui nous le disent. Merci. Je crois qu'il y avait une question ici, et puis après monsieur et une autre là-bas. Oui, bonjour, Régis Moulard, je suis simple habitant à Chambéry et pratiquant du vélo. Je voulais aborder une question qui est en lien, bien sûr, avec la Via Rona, mais en lien avec tous les déplacements relativement horizontaux pour les vélos. Je prends l'exemple. Pour la question de l'approche sur un site où on peut circuler à vélo à plat, pose la question de savoir si on prend chacun sa voiture individuelle, comme ça se fait à peu près pratiquement maintenant tout le temps, ou bien est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces questions d'approche, parce que quand vous dites des nombres de publics comme ça aussi importants, qui finalement vont se faire plaisir sur une piste cyclable ou sur les bords du Rhône, c'est très bien, mais en même temps, il y a peut-être, pour ceux qui font un circuit journalier, il y a le problème d'approche. Je prends un exemple concret. À Chambéry, on est à quelques kilomètres du lac d'Aiguebelette, et on a 2 solutions pour s'y rendre en vélo, soit escalader la montagne, soit aller à plat. Et aller à plat, c'est le train. Personnellement, je fais, comme je ne veux pas tellement faire de montagne en ce moment, je prends un train qui me met 5 minutes pour aller au lac d'Aiguebelette, il n'y a pas besoin de prendre l'autoroute, donc je ne pollue pas, je ne prends pas ma voiture, je me fais plaisir autour du lac d'Aiguebelette, et je vais en 10 minutes, donc de la gare de Chambéry à Aiguebelette, je prends mon vélo, je fais mon circuit. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'en prenant cet exemple, je pense qu'on peut essayer de regarder ce qui serait possible de faire dans ce contexte par rapport à, d'une part, ces déplacements doux, qui sont très bien, mais qui souvent sont complétés pour la marche d'approche par la voiture individuelle, ce qui ne me paraît pas une bonne chose. Je vais juste... C'est une question pour le conseil régional, ça, parce que c'est l'intermodalité. Je passe après. C'est dans le cahier des charges du comité d'itinéraire, c'est l'organisation de ce qu'on appelle la chaîne des mobilités, c'est-à-dire qu'on doit mettre très étroitement la Via Rona en lien avec le train. Ça tombe bien, il y a pratiquement le train tout le long. C'est toujours facile à dire, beaucoup moins facile à faire, parce qu'il va falloir pouvoir avoir la contrainte de pouvoir mettre le vélo dans le train, etc., etc., etc. Déjà sur la Loire à vélo, mais Nicolas va le compléter, c'est déjà entamé. C'est-à-dire que sur vos applications téléphoniques, on vous dit, quand vous arrivez à tel endroit, vous avez un train qui prendra les vélos, un TER qui prendra les vélos à telle heure. Donc vous avez déjà la chaîne de continuité assurée. Il y a quelque chose qui est important quand on se promène, c'est de savoir qu'à un moment, on va pouvoir vous reprendre et vous retransporter ailleurs d'une autre manière. Alors si c'est pas tout de suite dans la demi-heure, on n'est pas en Suisse malheureusement. Si c'est pas cadencé comme en Suisse avec les transports en commun, les bus, les machins, les trucs, en tout cas, avoir l'assurance, parce que la chaîne de la mobilité et de l'information est organisée, que vous arrivez à tel endroit, vous avez un vélo dans 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures, etc. Et du coup, vous pouvez occuper votre temps sur ce lieu-là avant de reprendre votre train. Mais c'est fondamental. Ça, c'est le tourisme du XXIe siècle. Oui, tout à fait d'accord. Et ce que les cyclistes, tous confondus,
disent, chaque fois qu'on a l'occasion de le dire, sur les accès à Via-Rona, par exemple, ou un itinéraire, c'est bien de faire des parkings au bord des routes, mais c'est mieux de pouvoir y venir à vélo. Alors, voilà. Donc, l'important, c'est de créer des ramifications. Alors, les premières ramifications, comme le disait Claude Comet, c'est de pouvoir venir de la gare jusqu'à l'itinéraire. Donc, il y a pas mal de gares. Moi, je vous en citerai quelques-unes, comme Ambérieux, Condrieu, Péage de Roussillon, Loriol, Montélimar, donc où il y a... Vienne a fait des choses pas mal intéressantes, par exemple. Donc, ça avance, ça bouge, mais il faut ces ramifications. Il faut aussi pouvoir aller jusqu'aux villes. Donc, se ramifier jusqu'à la ville voisine, c'est important, c'est essentiel. Pouvoir sortir de Via-Rona, donc on discute souvent avec les maîtres d'ouvrage pour qu'il y ait des portes d'entrée pour la ville voisine. Moi, je vous citerai un exemple récent que je viens de voir, à Saint-Pierre-du-Bœuf, l'aménagement de la zone de loisirs autour de Saint-Pierre-du-Bœuf et l'accès au village est très intéressant. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut encourager, et c'est l'intérêt des comités d'itinéraire, justement, de pouvoir faire émerger ces choses-là. Et nous, utilisateurs, on a toujours des solutions. Moi, j'ai pratiqué il y a 2 jours un itinéraire pour le péage de Roussillon jusqu'à la Via-Rona, jusqu'à Chavanay. Un itinéraire, il n'y a qu'un balisage à mettre. C'est une véloroute, il y a peut-être 500 mètres de route départementale qui pourrait être un peu aménagée, mais tout le reste, il est parfait. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il faut faire avancer. Alors, cette ramification, pour nous, elle est essentielle pour Via-Rona. Si on n'a pas cette ramification, Via-Rona aura des problèmes. On a déjà des comptages où les ramifications ne sont pas faites. On voit que les trafics sur 3 ans commencent à baisser. Peut-être pour des contraintes météorologiques. Moi, je vois sur Saint-Vallier et Saint-Rambert, par exemple, on voit que la fréquentation baisse. Alors, il y a peut-être des contraintes météorologiques. Il faut voir plus loin, mais il faut faire attention. Il y a l'impact d'origine. Les gens sont venus parce que ils sont intéressés. Non, ils sont venus de loin. Moi, j'ai rencontré des gens sur Via-Rona qui venaient du pied de Vercors. Donc, ils viennent en voiture, ils viennent voir. Bon, c'est bien, mais ils reviendront pas souvent. Donc, l'important, c'est de pouvoir créer ces ramifications. Et donc, il faut ramifier même plus largement sur l'ensemble du territoire Rhône-Alpes, après avec la vallée de l'Hiver, entre Chambéry et Chanave, par exemple. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont essentielles dans le développement de la vie de ces infrastructures. Nicolas, pour compléter ? Juste un complément sur le vélo et train. Alors c'est vrai que c'est un enjeu fondamental, parce que la plupart des touristes à vélo, leur premier mode de transport, c'est le train. C'est une clientèle touristique vraiment très spécifique. On a plus de 45% d'usage du train parmi les touristes itinérants. Alors ça s'améliore en France, malgré ce qu'on peut dire. Il y a une équipe spécialisée là-dessus à la SNCF. Aujourd'hui et depuis le 1er septembre 2013, la totalité des TGV ouest et sud-ouest et est sont accessibles au vélo, ce qui est un élément nouveau. Alors il y a un point qui bloque, c'est qu'il n'y a toujours pas la possibilité de filtrer les trains par une case à cocher vélo sur le site SNCF, et ça c'est un vrai problème. Donc sur les sites allemands ou suisses, on peut avoir toute l'offre française. Si vous voulez faire un Chambéry-Avignon en train, vous allez sur db.de, et là vous pouvez filtrer tous les trains qui donnent accès au vélo, ce qui est quand même un élément assez intéressant. Ou alors vous allez sur cff.ch, et là vous pouvez avoir tous les horaires franco-français permettant d'y arriver. Alors sur les solutions techniques, après... Excuse-moi Nicolas, TGV c'est une bonne nouvelle, mais il faut réserver, peut-être le dire quand même. Alors oui, par contre... On n'est pas en accès libre comme les trains régionaux ou certains. Il faut rappeler quand même que 100% des TER Rhône-Alpes sont accessibles au vélo, ce qui est quand même un point important. Les nouvelles rames Bombardier permettent d'être à niveau. Donc c'est vrai que là c'est pareil, si on regarde à 15 ans, il y a eu un progrès qui a été absolument considérable. Alors par contre, sur les grandes lignes TGV et sur les lignes intercités, là il faut réserver, ça a un coût, mais ça permet d'être sûr d'avoir une place dans le train pour son vélo quand on veut voyager à plutôt longue distance. Donc il y a ce problème d'accès.
à l'information, il y a également un problème qui risque de se poser quantitatif. C'est-à-dire que même si on a dans chaque rame 3 à 4 emplacements vélos, ça veut dire que dans des rames doubles, on peut avoir jusqu'à une dizaine de vélos. La Loire à vélo s'est vite trouvée engorgée avec le pourcentage de cyclistes qui utilisent le train. Et ils ont mis en place des rames spécifiques avec des vieilles rames corail qu'ils ont récupérées et qui permet, en gros, dans toutes les périodes de pointe, c'est-à-dire sur les gros week-ends du mois de mai-juin et sur toute la période juillet-août, ils ont des wagons spéciaux pour les vélos avec du personnel dédié qui fait le chargement des vélos. Donc c'est vrai que ça permet d'embarquer des dizaines et des dizaines de vélos sur une rame qui circule, enfin qui fait 4 ou 5 allers-retours par jour entre Pornic et puis Orléans. Donc là, on a la chance en plus sur Via-Rhôna d'être intégralement desservi par le train, par la vallée du Rhône, et ensuite par la ligne Chambéry-Lyon, Chambéry-Lyon et puis Lyon-Ambérieu-Genève, qui permet d'être sûr d'être toujours à une gare. Donc il y a une attention qui est donnée par les aménageurs sur les liens aux gares. Après, il y a donc cette question d'information, mais là qu'il faut voir au niveau national SNCF, et puis sans doute à relativement court terme, une fois que Via-Rhôna sera intégralement couverte et qu'on aura des fréquentations d'itinérants de plusieurs dizaines de milliers par an, là c'est vrai que les questions de complément aux aménages, aux wagons seront sans doute à envisager. Merci. Une Je pourrais précision. juste rajouter qu'au-delà point. du train, bien évidemment, on a aussi en perspective, mais ça c'est un peu plus long terme parce que c'est un marché qui va prendre du temps à travailler, c'est le bateau-vélo, les itinéraires bateau-vélo. Parce qu'on a la chance par rapport à la Loire, évidemment, d'avoir un fleuve qui, lui, le Rhône, est navigable, et la Saône également. Donc on peut faire en grande itinérance nord-sud et des choses extrêmement intéressantes en alternant bateau et vélo. Alors ça reste à construire, donc il y a beaucoup de travail, mais c'est une perspective qui peut nous donner à terme un positionnement concurrentiel extrêmement intéressant pour notre destination. Bateau-vélo, ça fait rêver, mais il paraît que ça existe. Non mais bateau-vélo sur le Rhône ? Je sais pas. Ah non mais moi je parlais sur le Rhône, ça n'existe pas. Et ça existe également sur le lac du Bourget, puisque... Sur le lac, ça existe. Voilà, donc là nous on a un souci, c'est pour aller de Chanap par exemple Aix-les-Bains, c'est-à-dire pour rejoindre à partir de Chambéry pour aller sur la Via-Rhôna, où il y a ce tronçon qui est difficilement aménageable avec une piste cyclable, et ça se fera jamais. Enfin, c'est vraiment beaucoup trop compliqué. En fait, les bateaux qui font la navette entre Chana et Aix-les-Bains acceptent les vélos. Voilà, et en fait, c'est une belle alternative et qui, je pense, participe tout à fait à l'expérience touristique. C'est-à-dire, traverser le lac en vélo, c'est quand même assez magique. Donc là, on apporte un plus, c'est-à-dire on résout une contrainte par le bateau et ça apporte un plus également en termes d'expérience touristique. Merci. Je crois qu'il y avait encore une question de monsieur, peut-être monsieur à côté. Et puis après, je crois malheureusement, à moins qu'il y ait une frustration majeure, auquel cas on essaiera de la gérer, que ce sera tout pour essayer de tenir à peu près l'horaire. Monsieur ? Oui, merci. Oui, le bateau-vélo, ça existe déjà, on appelle ça un pédalo. Voilà, non, je m'appelle Fred Vaquin, je suis chambérien, j'étais à l'époque co-créateur, fondateur de la Vélostation et d'Écomobilité, avec Christophe Bérard et Philippe Vachette à l'époque. Voilà, donc j'étais également en taxi et donc dans le mouvement des modes de transport doux. Donc aujourd'hui, donc mon intervention est économique dans le prolongement de ce qui s'est dit, puisque donc je viens d'ouvrir un bar crêperie à côté du Faubourg Montmélian, tout au bout, et qui a vocation à être accueil cycliste tout au début de la voie verte, qui passe par Buisson-Rond. Donc ça, c'est pour l'info. Et puis, au passage, avec 10% sur les crêpes et galettes pour tous les cyclistes. On vous proposera d'être partenaire du prochain Vélozone. Bien sûr. Et concrètement, ma question, c'est de savoir s'il est prévu une mise en réseau des lieux d'accueil comme le mien pour les cyclistes de passage et les cyclistes donc urbains à Chambéry dans le cadre de nos actuelles associations. Il y a un réseau au niveau bidépartemental en Savoie et Haute-Savoie, c'est-à-dire que comme le vélo se développe énormément,
On a sollicité les offices de tourisme qui ont sollicité leurs propres hébergeurs. Et aujourd'hui, sur les 2 départements, on doit avoir entre 250 et 300 hébergeurs. Donc ça peut être des campings, des gîtes, des chambres d'hôtes, des hôtels, qui ont une qualification cyclo, c'est-à-dire qu'ils s'engagent sur un certain nombre de services à mettre à la disposition du cycliste. Donc là, c'est un garage fermé à clé, un petit peu d'outillage, une buanderie, un site internet, une nourriture, enfin une diététique plutôt sportive. À travers ces critères-là, on rejoint des critères qui ont été mis au niveau national par France Qualité Vélo, il me semble, c'est ça. Et on a... Comment ? France Vélo Tourisme. Donc on est sur des critères à peu près analogues et on a même fait évoluer le label parce que le premier label concernait les hébergements qui étaient situés à moins de 5 km d'une véloroute et on l'a fait évoluer comme dans nos territoires, on n'est pas toujours proche d'une véloroute, en particulier dans les territoires de montagne. Et maintenant, ce label peut également s'appliquer à des hébergeurs qui sont proches d'un itinéraire d'intérêt départemental et balisé, ce qui représente à peu près 100% des routes en Savoie. Donc là, ça existe pour les hébergeurs. Peut-être que maintenant, il faudrait pouvoir développer ça pour des restaurateurs et d'autres types de services. Oui, Nicolas Merca souhaite compléter. Oui, juste un petit complément. C'est vrai que la proposition me semble particulièrement intéressante parce que en France, en fait, on s'est mal tiré parti de la pratique d'excursion à la journée. C'est-à-dire que les retombées économiques sont élevées sur la partie hébergement, restauration pour les touristes qui passent. Par contre, pour les locaux qui parcourent les itinéraires cyclables, les retombées économiques sont relativement faibles parce qu'il manque de restauration adaptée le long de ces itinéraires, mais à proximité immédiate. Et ça, c'est vrai que cette proposition-là me semble effectivement intéressante. Je veux juste répondre à monsieur. Par exemple, à partir du système d'information touristique Rhône-Alpes, on a, dans une ville comme Lyon, si on sélectionne les restaurants, vous avez tous les restaurants qui sortent. Pour l'instant, on n'est pas en capacité de sélectionner les restaurants qui reçoivent bien les cyclistes, excusez-moi. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des restaurants, on a un gros effort à faire. Le label national Accueil Vélo n'intègre pas les restaurants. Pour l'instant, peut-être qu'il évoluera, mais je pense qu'on peut innover et d'une certaine manière, grâce aux offices du tourisme, qui ont cette grande proximité avec leurs hébergeurs et aussi leurs prestataires d'activités de loisirs et aussi les restaurants et les bars, etc. Ben, je pense qu'on peut faire un travail un peu qualitatif. Ça rentrera sans doute pas dans le cadre d'un label particulier, mais c'est pas grave. En tout cas, on est en bonne voie pour ce faire. Et on est complètement convaincu que à l'échelle locale, je vais juste vous donner un exemple. La CNR a mis en place un service dans 4 ou 5 campings ou aires d'accueil de location de vélos électriques jusqu'en octobre, à partir du mois de juillet de cette année. Donc les vélos se louent pas mal. On s'aperçoit que c'est beaucoup des gens à partir de 50 ans qui les louent, et surtout en aile de saison, notamment septembre et beaucoup octobre, si la météo le permet. Et la grande surprise, c'est que en plus de la location vélo, à chaque fois, il y a 15 à 20 euros de consommation supplémentaire, essentiellement de la restauration ou de la consommation, par location de vélo. Merci. Alors, on retient l'idée d'optimiser la complémentarité entre les itinéraires et les restaurateurs. Nos voisins suisses le font très bien sur le site veloland.ch. J'ai pas d'action sur ce site, mais il y a des choses très intéressantes dont on peut s'inspirer. Et le jour où ce sera complètement optimisé sur la Via Rhôna et sur les itinéraires savoyards, monsieur aura une place de choix, je suppose, parmi les annonceurs. Je crois qu'il y a une dernière question de monsieur qui attendait depuis un petit moment. Voilà, 2 remarques. Je suis un simple utilisateur de la Via Rhôna pour des grands itinéraires en famille. Une remarque sur le site et une remarque sur le terrain. D'abord, bravo pour ce site. C'est vrai qu'il y a 2 ans encore, c'était extrêmement compliqué de trouver une information actuelle sur la Via Rhôna. On trouvait des bribes d'informations, la commune de machin, le département de choses, etc. Donc ça, c'est très bien. L'objectif, je pense, d'avoir une source d'information en temps réel et surtout une source unique d'information, c'est extrêmement important pour nous, les usagers qui cherchons à préparer un itinéraire. Sinon, bon, c'est
la carte avec une règle, ne serait-ce que pour essayer d'évaluer le kilométrage qu'on va réaliser. La source unique d'information, ça permet d'être sûr de ce qu'on va faire. Ça, c'est une remarque importante. Après ça, cette idée, elle doit aussi se passer sur le terrain. Je relate une expérience qui doit dater de 2009-2010 sur le franchissement de la Balme. On circule sur une magnifique piste cyclable avec un panneau qui nous indique, contrairement à la carte, d'aller tout droit. On fait 1,5 km et on arrive sur le cul-de-sac au bord du franchissement. Et là, on cherche, on se dit, bah tiens, où est le nouveau panneau, hein? On cherche pendant 10 minutes, on fouille, on commence à partir dans des broussailles. Et finalement, on fait demi-tour, 1,5 km, retour avec des enfants qui ont faim, enfin voilà. Donc, comment, disons, traduire l'objectif que vous avez d'information en temps réel sur le site, aussi sur le terrain? Je pense que, bon, faire une signalisation provisoire ne coûte pas très cher par rapport aux enjeux financiers de l'aménagement lui-même. Alors la signalétique, c'est plutôt l'affaire des maîtres d'ouvrage départementaux, je crois. Donc, pour la savoir au moins... Olivier Borot a sans doute des éléments de réponse. Mais déjà pour dire que le point de rupture de la Balme et de Vérignan ont été considérablement renforcés il y a 2 ou 3 ans. Une signalétique spécifique a été mise en place pour indiquer clairement que l'itinéraire n'était plus aménagé au-delà du village de la Balme, mais c'est vrai aussi dans le département de l'Ain. Et puis par ailleurs, on a remis à niveau toute la signalisation directionnelle qui existait de façon partielle encore en 2008-2009, parce qu'on a basculé d'une signalétique historique qui avait été mise en place, qui s'appelait Véloroute du Léman à la mer, à une nouvelle signalétique qui s'appelle Via Rona du Léman à la Méditerranée. Et donc le basculement a été fait en 2011 ou en 2012, lorsque le travail des 3 régions a permis de définir une charte de signalisation directionnelle commune à l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Et donc, on a tout simplement appliqué la charte définie par les régions et mis en place l'ensemble de la signalisation directionnelle correspondante. Voilà, donc, a priori, on n'a pas eu de retour. On avait des retours d'usagers, effectivement, en 2009-2010 sur des problématiques d'entretien des panneaux. Donc, de toute façon, on savait qu'ils allaient être changés. Donc, toute la remise à niveau a été faite. Après, nous, on est à l'écoute. On a des services. L'avantage pour le département de la Savoie, c'est aussi le technicien qui parle, c'est que, en fait, l'infrastructure, elle est entretenue par le département, et donc ce sont des équipes qui sont implantées sur les territoires. Donc, sur chaque territoire du département, on a des équipes qui s'occupent des routes, du réseau routier, mais aussi des véloroutes. Et donc, ce sont les agents du département qui parcourent l'itinéraire, qui repèrent des anomalies. Qui prévoit le passage de la balayeuse quand il y a trop de feuilles, qui nettoie les accotements, qui ramasse les détritus, qui rebouche un nid de poule ou une remontée de racines qui n'était pas là il y a quelques semaines et qui détecte éventuellement des anomalies de signalisation et qui sont chargés de le remettre à niveau, bien sûr, sans difficulté majeure après. Donc ce travail-là, il est fait sur l'ensemble de l'itinéraire. Voilà. Albert Cessieux, vous voulez... Non, mais très rapidement, c'est effectivement un problème qu'on rencontre souvent. Moi, j'ai vu une solution pratiquée par la Drôme qui a mis ponctuellement une année un panneau Via Rona itinéraire provisoire. Maintenant, la réponse que chaque fois qu'on pose cette question de balisage provisoire, la réponse que j'ai, moi, généralement, c'est de dire mais on ne peut pas baliser un itinéraire qui n'est pas sécurisé, on prendrait une responsabilité qu'on ne peut pas assumer. Donc moi j'ai vu sur la Loire des itinéraires provisoires non sécurisés, des panneaux comme ça. Donc à mon avis ça devrait être possible. Mais il faut pousser, et c'est très bien d'avoir posé cette question. Bien, merci. Cette dernière question nous amène à conclure ce qu'on savait déjà, c'est que la Via Rona, elle est en voie d'achèvement, elle sera achevée un peu, mais elle sera achevée un jour, mais pour l'instant on est toujours dans le 2015. Bon ça va, 2015 c'est bien. Ah oui, sur Rhône-Alpes, oui, parce que le gars, on a bien noté qu'il y avait des soucis. Enfin bon, c'est un itinéraire qui est ambitieux, qui finira par être achevé.
Vous avez noté également que c'est un itinéraire interactif, puisqu'on peut apparemment sur le site Viarona et peut-être aussi sur les applications du Conseil Général signaler en temps réel les dysfonctionnements qui existent, qui permettent d'associer les usagers à cet itinéraire. Merci à tous nos participants qui sont venus, pour certains d'assez loin, pour nous apporter cet éclairage sur la Viarona. Le forum du voyage à vélo Vélozon continue jusqu'à 20h. Vous avez plusieurs carrefours à ce niveau. Des carrefours